Alors, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à la conférence sur le développement d'implants radioactifs par impression 3D pour le traitement du cancer. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre quatrième conférence de la programmation annuelle développée avec le corps professoral de la Faculté des sciences et de génie en collaboration avec la formation continue. Mon nom est Jannick Landry, je suis conseillère au développement de l'offre de la formation continue de la faculté et je suis en compagnie du professeur Marc-André Fortin, qui est professeur titulaire au département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux. Alors, bonjour Marc-André. Bonjour. Avant de débuter, je voudrais vous informer que la conférence va être enregistrée et que le lien vous sera transmis dans les prochains jours et que la conférence va durer 50 minutes. Il y aura une période de questions de 10 minutes et on vous invite à inscrire vos questions dans le clavardage. Je suis là aujourd'hui pour être votre voix. Alors, je ferai la lecture de vos questions en fin de conférence. Alors, bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et je cède la parole à Marc-André et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jannick. Donc, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui dans le cadre de ces conférences. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet et d'un projet qui me tient à cœur. Il s'agit du développement d'implants radioactifs par impression 3D pour le traitement du cancer. Donc, mon nom est Marc-André Fortin. Je suis professeur à la Faculté de sciences et génie de l'Université Laval depuis 2007. Je suis professeur en génie des matériaux et ma spécialité, c'est le génie biomédical et plus précisément les dispositifs comme les implants et l'utilisation de l'imagerie pour les traitements de radiothérapie. Donc, on va voir un peu aujourd'hui comment ces concepts-là s'articulent. Et donc, alors, mon laboratoire est situé à l'Université Laval. Donc, je suis chercheur au CHU de Québec depuis 2007 aussi, en collaboration avec l'Université Laval. Et mon laboratoire, le laboratoire de biomatériaux pour l'imagerie médicale, porte le nom de BIM. Et nous sommes situés au CHUL, donc un complexe hospitalier qui est directement en face des grands centres commerciaux de Québec, pour ceux qui connaissent bien la région. Et les principales spécialités de recherche du laboratoire de biomatériaux pour l'imagerie médicale sont la synthèse, le développement de nouveaux matériaux pour l'imagerie médicale et la physique médicale, principalement à base de polymères innovants et de nanomatériaux. Donc, ma formation de base étant en génie des matériaux pour les applications biomédicales, j'ai développé un laboratoire qui est orienté vers le développement de nouveaux matériaux pour des utilisations d'insertion à l'intérieur du corps humain. Ensuite, puisque les nanomatériaux et les polymères de haute technologie nécessitent d'être interrogés en vue d'être optimisés, nous avons développé avec le temps tout un ensemble de caractérisations physico-chimiques, donc des processus et des appareils qui nous permettent de mieux interroger les matériaux et d'optimiser la fabrication des objets, des outils. Et finalement, on a aussi développé tout un ensemble de tests et d'analyses de performance des matériaux biomédicaux à la fois in vitro et in vivo, incluant par imagerie médicale, puisque le développement de nouveaux matériaux pour l'imagerie médicale et la physique médicale nécessite l'utilisation de caractérisation physico-chimique pour bien en connaître les caractéristiques. Et au final, il faut les tester sur des cellules et aussi dans des tissus vivants. Alors, on a aussi en charge au laboratoire BIM tout un volet imagerie médicale. L'introduction à la radiothérapie et la curithérapie, ça va être la première partie de la présentation aujourd'hui. Donc, je veux vraiment bien établir les concepts de radiothérapie externe versus radiothérapie interne, que l'on appelle plus communément la curithérapie. Avant de passer aux différents concepts fondamentaux en fabrication additive ou ce qu'on appelle l'impression 3D, puisque dans notre laboratoire, nous utilisons beaucoup de nouveaux matériaux qui sont fabriqués par l'utilisation du procédé de mise en forme qu'on appelle fabrication additive ou impression 3D. Alors, on va voir ensemble ces concepts-là pour ensuite faire rejoindre les concepts de radiothérapie et curithérapie et les concepts d'impression 3D pour un projet que je vais détailler un peu plus en profondeur, qui est le traitement du cancer de l'œil par curithérapie. Donc, c'est un bon exemple de l'utilisation d'impression 3D pour le traitement personnalisé des tumeurs cancéreuses.
Donc, le génie biomédical appliqué aux dispositifs de curithérapie ou de radiothérapie, c'est un champ d'expertise que vous doutez bien que c'est un champ d'expertise ultra spécialisé qui est à l'intersection de plusieurs disciplines. Tout d'abord, il faut avoir une bonne connaissance du génie des matériaux et de la science des matériaux. Les polymères, les métaux, les céramiques, les verres. euh, nous sommes d'abord des spécialistes dans les matériaux de haute technologie. Donc, le génie des matériaux est une discipline de l'ingénierie qui allie à la fois les principes de physique, de chimie et de mécanique. Ensuite, je travaille beaucoup avec des physiciens médicaux et j'ai une certaine formation en physique médicale. J'ai fait plusieurs cours de physique médicale qui me permettent de bien connaître les principes de base de l'irradiation des tissus et des tumeurs. Donc, la physique médicale, c'est le volet de la physique qui inclut les calculs de doses, les calculs de radiothérapie pour le traitement des patients atteints du cancer et aussi les traitements de calcul de doses pour les gens qui doivent être imagés par rayons X, par exemple. Et puisque l'application fondamentale l'application principale de nos outils développés au laboratoire sont le traitement des tumeurs cancéreuses, il faut avoir une certaine connaissance de la biologie du cancer et de la biologie des cancers, puisque le cancer n'est pas une seule maladie, mais bien un ensemble de maladies caractérisées par une prolifération de cellules cancéreuses. Et finalement, une bonne dose de génie mécanique, puisque des dispositifs biomédicaux comme des inserts, des implants, pensez à une prothèse de hanche, une prothèse de genou, et aussi des implants radioactifs tels que ce que nous produisons au laboratoire, nécessitent le développement de plans assistés par ordinateur avec des tolérances bien précises et une géométrie bien précise. Alors, on fait appel à plusieurs outils d'ordre génie mécanique. Et à l'intersection de tout ça, le développement d'outils radioactifs. Ensemble, on va regarder étape par étape les principes de la radiothérapie. Et tout d'abord, j'aimerais couvrir avec vous l'explication sur la radiothérapie par faisceau externe au corps humain, puisqu'il s'agit de la méthode d'irradiation des patients pour les traitements de radiothérapie, de loin la plus utilisée, pour des raisons qui, en fait, on pourra faire une autre présentation sur la radiothérapie externe, mais tout d'abord, on va regarder en gros en quoi consiste la radiothérapie par faisceau avant de passer à la curithérapie qui est la radiothérapie interne. Donc, en radiothérapie externe par faisceau, externe puisqu'il s'agit de l'extérieur du corps humain, vous avez un appareil qu'on appelle un accélérateur linéaire de particules. Donc, c'est un appareil qui permet d'accélérer des électrons qui vont bombarder une cible de métal de haute densité. Très souvent, c'est une cible en tungstène ou d'habitude, c'est une cible en tungstène, ça peut être d'autres types de matériaux. Et cet bombardement-là va avoir pour conséquence de produire des rayons X, comme vous voyez ici. Donc, les rayons X vont être générés à l'intérieur de l'appareil et seront collimatés. Donc, ça veut dire que seulement les photons, les rayons X sont des photons, donc des petits paquets d'énergie qui vont être orientés principalement dans une direction à l'aide d'un dispositif qu'on appelle un collimateur. Donc, ce collimateur-là va avoir pour effet de produire un faisceau, donc une pluie de photons, une pluie de petites particules énergétiques qui vont entrer à l'intérieur des tissus. Et si vous voyez ici, chaque petit cercle représente la dimension d'une cellule dans le corps humain. Et les cellules font environ 10 microns de diamètre, entre 6 à 10-12 microns, tout dépendant des types de tissus. Et on a ici la représentation d'un volume à traiter. Donc, si on suppose que la tumeur cancéreuse ou la microlésion cancéreuse est située ici, on fait pleuvoir une pluie de photons, donc de petites particules énergétiques qui contiennent de l'énergie et qui sont prêtes à attaquer les cellules. Et vous voyez ici en quatrième étape, donc les rayons qui sont déposés, donc les photons de haute énergie sont déposés à l'intérieur de la cellule et chaque petite étoile rouge ici représente une dégradation chimique, donc des bris aux liaisons moléculaires ou des bris aux liaisons de l'ADN. Et c'est ce que vous voyez dans le volet numéro 5, où on constate que l'effet de chaque photon peut engendrer des électrons qui sont arrachés à certains atomes ou encore des bris dans les liaisons moléculaires ou encore, de façon plus importante, des bris à l'ADN. Et lorsque une cellule voit son ADN brisé, des simples bris ou des doubles bris,
là, on constate un effet important sur les cellules. Les cellules vont devenir soit nécrosées ou vont entrer en apoptose. Et globalement, ça conduit à la mort de la cellule. Et c'est ce que l'on veut en radiothérapie. On veut tuer au maximum les cellules tumorales. C'est le but recherché. Donc, on veut contrôler la prolifération des tumeurs et tuer le plus possible ces tumeurs cancéreuses qui doivent être contrôlées. Et maintenant, il y a aussi, donc on a vu avec la radiothérapie externe, une façon artificielle d'engendrer un faisceau de photons à fin thérapeutique. Et il existe aussi une façon, je ne dirais pas naturelle, mais une façon différente d'engendrer un rayonnement photon énergétique. Il s'agit des radioisotopes. Donc, les radioisotopes, en fait, il s'agit d'atomes que l'on a activés, donc des atomes qu'on a transformés à l'aide d'un réacteur nucléaire ou d'un cyclotron. Et j'ai choisi, par exemple, le cas de l'iode 125. Donc, l'iode 125 est un atome de 53 protons, 74 neutrons et 53 électrons. Donc, 53 protons ont été, donc l'iode 125 a été produit par réacteur nucléaire et a comme propriété de changer, de se transformer progressivement avec une certaine demi-vie, donc une demi-vie de 60 jours. Donc, ce qui veut dire qu'à tous les 60 jours, un certain nombre de ces photons, de ces protons vont se transformer et le noyau va changer. Donc, de l'iode 125, ici, on a un schéma de physique nucléaire qui détaille le schéma de transformation de l'iode 125 en tellure 125. Alors, on a un proton qui va changer et qui va devenir, donc on passe d'un atome avec 53 protons à un atome à 52 protons. Et ce temps de transformation-là est caractéristique de chaque isotope. Et l'iode 125 a un taux de décroissance de 60 jours. Bon, ça, c'est un détail, mais donc chaque radioisotope a un certain temps de décroissance, un certain temps de demi-vie. Le mécanisme de transformation de l'iode 125 fait en sorte de générer des rayons X. Donc, au lieu d'utiliser des électrons accélérés par un appareil qui vont bombarder une plaque de métal et engendrer des rayons X, ici, on a des rayons X qui sont générés par un processus naturel de décroissance d'un atome radioactif. Alors, le rayon X qui est là, la schématisation ici, représente ce flux de rayons X. Et plus on arrive à créer des atomes d'iode 125, à les activer en réacteur, plus on arrive à les purifier, plus on arrive à produire une certaine masse de ces atomes qui sont ensuite encapsulables sous forme d'un implant qu'on peut insérer à l'intérieur d'une tumeur cancéreuse. Donc, au lieu d'irradier de l'extérieur du patient, on va irradier le patient de l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains transparents. Donc, ici, on a une représentation de ces paquets lumineux qui sont les photons. Donc, il y a des photons de basse énergie, comme par exemple la lumière du jour, des photons d'un peu plus haute énergie, comme les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent endommager la peau, et des photons d'encore plus haute énergie qui sont produits à partir de l'INAC par la radiothérapie externe, ou encore, ils sont produits par des radioisotopes. Et ces photons-là sont associés à une longueur d'onde et aussi une énergie qui leur est propre et spécifique. Donc, la curithérapie consiste à implanter des radioisotopes dans le corps humain pour traiter les tumeurs. Et nous avons vu le cas de l'iode 125, qui est un atome radioactif qui peut être produit par activation dans un réacteur nucléaire, concentré et ensuite encapsulé dans des petits grains qu'on appelle des implants ou des grains radioactifs. Et vous voyez ici une représentation là, de la taille de ces grains radioactifs qui ont l'air plus ou moins de petits grains de riz et qui ont une dimension nettement inférieure à celle d'un cent. Et la façon dont on utilise les grains radioactifs, c'est notamment pour le cancer de la prostate ou le cancer du sein. On va insérer une série de trocars à l'intérieur de l'organe à irradier et avec un canal, on va implanter une source radioactive à la suite de l'autre. Et typiquement, pour traiter un cancer de la prostate, ça prend entre 75 et 100 grains radioactifs qui sont insérés à la suite l'un de l'autre. Donc, ce traitement-là s'appelle un traitement de curithérapie à bas débit de dose. Il existe les traitements à bas débit de dose et à haut débit de dose. Et cette catégorisation-là, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler parce que ça prendra un peu plus de temps, mais
Ici, vous avez un bon exemple d'un traitement à bas débit de dose qui implique que les implants radioactifs vont rester à l'intérieur du corps humain pour une période indéfinie. Il y aura aussi des implants radioactifs qui seront implantés de façon transitoire, comme c'est le cas de la plaque épisclérale pour le cancer de l'œil, que l'on verra tout à l'heure. Donc, l'implantation de sources radioactives à l'intérieur du corps humain, c'est un travail de partenariat entre un radiologiste, un radio-oncologue. Donc, le radio-oncologue va détecter la présence de cancer chez un patient dont on détecte les symptômes du cancer, et qui ensuite prescrit un diagnostic par imagerie médicale, donc au radiologiste. Le radiologiste va fournir sa lecture des images d'imagerie médicale et constater la présence de cancer, constater des formes et un stade de présence de cancer. Et ensuite commence un partenariat professionnel avec un spécialiste qui s'appelle le physicien médical. Donc, le physicien médical, c'est une branche de la physique formée à la faculté de sciences et génie, des physiciens médicaux. Et les physiciens médicaux ont comme responsabilité dans un hôpital de procéder au calcul de la dose énergétique à livrer aux tumeurs cancéreuses pour pouvoir les traiter adéquatement. Donc, le radio-oncologue, qui est un médecin, va travailler en partenariat avec le physicien médical pour livrer les calculs qui sont en fait la prescription du traitement à administrer aux patients. Donc, on voit ici une représentation schématique d'un de ces plans de traitement pour le cancer de la prostate. Alors, vous avez ici en turquoise chacune des conduites, donc ces petits tubes qui servent à insérer les grains radioactifs l'un derrière l'autre. En rouge, vous voyez la zone qui est la zone qui contient la plus grande quantité de ces grains radioactifs implantés. Et vous voyez ici des petites lignes, l'une en rouge, l'une en jaune, et ainsi de suite. Ce sont ici les lignes qui circonscrivent le pourtour de l'implant irradié. C'est ce qu'on appelle les courbes de dose. Donc, les courbes de dose reflètent la quantité d'énergie qui sera déposée par l'implant radioactif implanté à l'intérieur de la tumeur. Donc, plus on est proche d'un implant radioactif, plus la courbe de dose sera élevée, de teneur de représentation élevée, donc avec des couleurs chaudes comme le rouge, et plus on est loin, plus on s'éloigne du centre de la tumeur et des grains radioactifs, et plus on est dans les couleurs froides. Et il y a aussi certains organes ou tissus à protéger dont les contours sont représentés. Ici, c'est très certainement le rectum, par exemple, puisqu'il faut préserver la fonction de certains organes de tissus sains qui sont situés dans l'environnement immédiat de la tumeur à traiter. Et vous voyez ici, en rayons X, une représentation de la configuration de chacun des grains radioactifs qui auront été implantés après la procédure chirurgicale d'implantation effectuée par le radio-oncologue. Et vous voyez ici une représentation schématique des profils de doses qui ont été calculés par le physicien médical qui aura utilisé des logiciels qui ont été développés par des physiciens médicaux en partenariat avec des radio-oncologues et des radiologistes. Donc, vous voyez ici la courbe en rouge qui est la courbe qui va livrer, à l'intérieur de cette courbe-là, sera livré 100% de la dose d'énergie nécessaire à tuer les cellules cancéreuses situées à l'intérieur de l'organe à traiter. Et voici une représentation en rayons X de la présence de chacun des petits grains métalliques qui contiennent les radioisotopes A iode 125 après implantation. Donc, les avantages de la cryothérapie en radio-oncologie comparativement à la radiothérapie externe, c'est de livrer une dose élevée dans un faible volume. Lorsque l'on veut traiter une tumeur cancéreuse située vraiment dans un organe d'abord circonscrit et ensuite situé proche d'un tissu qu'on veut vraiment préserver à cause de ses fonctions spécifiques. On verra des exemples tout à l'heure. Donc, la cryothérapie est un bon traitement pour ce type de considération-là. Ensuite, donc vous voyez ici une belle représentation, une belle illustration de cette précision. Donc, on constate à gauche l'énergie administrée à une tumeur ou à un organe à traiter, de la prostate dans ce cas-ci. Donc, toutes les couleurs chaudes jusqu'au vert sont les zones qui auront été irradiées avec un maximum d'énergie. Alors qu'en utilisant la radiothérapie externe pour le traitement du cancer de la prostate, il faut faire projeter les faisceaux de l'extérieur vers l'intérieur du patient, soit sous plusieurs angles, et à chaque fois, on risque de griller la peau, les muscles et finalement beaucoup plus de tissus sains que ce qui serait nécessaire.
Donc, les principaux avantages de la cryothérapie en radio-oncologie sont de livrer une dose élevée dans un faible volume, la précision dans l'irradiation des tumeurs, des profils de dose plus précis avec des marges de contour beaucoup plus précises et des effets minimaux aux tissus sains et aux tissus critiques, comme par exemple éviter des brûlures à la peau, éviter d'affecter des tissus critiques comme l'urètre dans le cas du cancer de la prostate et la simplicité dans les appareils et les instruments. Donc, il y a de certaines... Pour certains aspects, les appareils utilisant cryothérapie sont un peu plus simples d'utilisation ou un peu plus petits ou un peu plus compacts que les LINAC, qui sont des appareils qui nécessitent des investissements majeurs. Donc, les principaux cancers traités par cryothérapie au Canada sont le cancer de la prostate, le cancer du sein, col d'utérus, gorge d'œsophage, œil, rectum. Donc, vous voyez, ce sont des organes ou des emplacements qui sont tous connectés avec des fonctions vraiment très spécifiques que l'on doit préserver. Soit des fonctions, donc la vision, l'acuité visuelle, ou encore les fonctions de reproduction. Et donc, pour ces raisons-là, la cryothérapie a répondu à un besoin de mieux traiter plus précisément l'intérieur de la tumeur. Au Québec, à chaque année, on parle d'environ 57 000 nouveaux diagnostics de cancer et malheureusement, il y a environ 23 000, peut-être même 24 000 décès du cancer à chaque année. Et de ce nombre-là, le nombre de traitements de cryothérapie par année est supérieur à 5 000. Donc, on parle d'à peu près pour 57 000 nouveaux diagnostics de cancer, on a environ 5 000 et un peu plus que 5 000 traitements de cryothérapie. Donc, on parle d'à peu près 10 des traitements traitements du cancer au Québec qui impliquent en tout et en partie une intervention de cryothérapie. Donc, c'est tout de même majeur. Ce n'est pas la principale modalité de radiothérapie. On l'a vu, c'était l'irradiation externe, mais la cryothérapie a une place majeure à l'intérieur de notre système de soins en oncologie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la présentation d'aujourd'hui, de la formation, qui porte sur la fabrication additive des polymères ou l'impression 3D, puisque en troisième partie, on va corréler à la fois cryothérapie et impression 3D. Je dois tout d'abord introduire certains concepts de l'impression 3D. Donc, l'impression 3D consiste à fabriquer un objet en additionnant de la matière sur un substrat, par opposition à la fabrication soustractive ou les fabrications conventionnelles, soit par moulage ou par découpe ou par usinage, qui consistait soit à mouler un objet ou encore à le faire sortir d'un volume en coupant un certain volume à partir d'une masse déjà établie. Donc, l'impression 3D, en fait, c'est un ensemble d'appareillages ou un ensemble de technologies qui consiste c'est un ensemble de processus, en fait, non seulement les appareils, mais aussi tout le processus qui consiste à fabriquer par superposition de couches de matière des pièces qui sont auparavant conceptualisées et numérisées en 3 dimensions au moyen de fichiers informatiques. Donc, on voit ici en 2 volets. D'abord, des principes d'usinage conventionnel par machinage. Donc, on part d'un bloc de matériel relativement volumineux, duquel on va enlever de la matière progressivement, soit par découpe ou encore par perçage et par machinage, par fraisage. Donc, pensez à tous les outillages qui ont été développés au cours des centaines d'années pour éliminer de la matière d'un objet à produire. Et on obtient un objet en 3 dimensions avec tout un ensemble de déchets. Le waste ici est tous les produits de découpe de la fabrication soustractive. Donc, l'usinage conventionnel est souvent associé à ce qu'on appelle de la fabrication soustractive. On soustrait du matériau. Et vous voyez ici en bas le flux de travail en impression 3D où on part du matériau sous forme granulaire ou sous forme particulière. Ça peut être le métal, ça peut être le polymère, ça peut être des céramiques ou même des verres. Et on va faire fondre par différents moyens, on fait fondre ces particules légèrement les unes avec les autres et utiliser une machine de positionnement pour faire déposer des gouttes ou encore faire déposer de l'énergie sélectivement à certains endroits de positionnement sur un plateau. Et progressivement, on fait construire un objet comme ça jusqu'à l'obtention de la même forme que ce qui était obtenu par usinage conventionnel. Donc, vous avez ici un objet imprimé en 3D
Et ce qu'on souhaite en impression 3D, et un des avantages de l'impression 3D, c'est de minimiser les pertes, donc de minimiser les déchets produits. Évidemment, selon les différents types de matériaux, on va utiliser des machines différentes. Si on a du métal, on peut être tenté d'utiliser la fabrication additive par frittage de poudre. Le frittage consiste à placer des particules métalliques en contact les unes avec les autres, ça peut être aussi des particules de céramique, et d'envoyer un faisceau d'énergie, un dépôt d'énergie par différents moyens, principalement un laser, sur un petit volume, et on fait chauffer, on fait monter la température de ce volume-là jusqu'à ce que les particules commencent à coalescer les unes avec les autres. Donc, il y a plusieurs pièces dans une voiture, les transmissions, par exemple, qui sont faites en tout ou en partie avec un processus qui s'appelle le frittage de poudre. Et en impression 3D, on va utiliser un peu le mécanisme où on va déposer ici sur le lit d'impression, on a un lit de poudre, donc un bon centimètre de poudre et même plus, et par un faisceau laser, on fait orienter, on fait concentrer de l'énergie du faisceau laser sur un point particulier, et à cet endroit-là précis, la température va monter jusqu'à un certain point et activer le mécanisme de coalescence des métaux. Donc, les atomes des particules métalliques vont se lier les uns aux autres et progressivement, on va voir une densification du matériau jusqu'à l'obtention d'un objet qui est imprimé en 3D. Donc, le plateau ici est activé en X et en Y et en Z. Donc, on manipule le plateau qui contient le lit de poudre sous le faisceau laser pour progressivement monter un objet imprimé en 3D. Donc, il y a en fait, ici, c'est le principal moyen de développer des objets métalliques et céramiques en impression 3D. Il existe aussi les concepts de stéréolithographie, qui sont un ensemble d'appareillages qui ont été principalement développés dans l'industrie de la microélectronique et notamment pour produire des masques qui servent à l'élaboration des chips ou des dispositifs à base de semi-conducteurs et de silicium qui sont dans plusieurs outils informatiques et électroniques. Alors, la stéréolithographie consiste à utiliser un polymère avec certaines substances qui permettent, sous activation lumineuse ou sous énergie, une polymérisation. Et des polymérisations à des résolutions assez précises. Lorsqu'on cherche une précision de l'ordre du micron, on va plutôt du côté de la stéréolithographie. Avec certaines limites, comme par exemple, c'est certains polymères seulement, donc des polymères qui peuvent être polymérisés par voie de photopolymérisation, donc avec le rayonnement lumineux. Ce sont que certains types de polymères qui peuvent être produits à partir de stéréolithographie ou qui peuvent être des objets générés par stéréolithographie peuvent être produits seulement à partir de certains polymères précis. Et un des désavantages de la stéréolithographie, c'est l'utilisation des additifs de polymérisation qui peuvent parfois être toxiques pour des utilisations biomédicales. Et maintenant, on passe au dépôt de fil fondu, qui est probablement de loin la technologie la plus utilisée pour la fabrication d'implants polymères par impression 3D et des implants biomédicaux. Pourquoi? Puisque c'est une technologie relativement simple et dont il est assez facile de préserver l'intégrité ou la qualité du matériel d'impression. Donc, on parle d'une bobine de fil ici, d'un polymère, très souvent, que l'on va insérer à l'intérieur d'une buse, une buse qui est une filière dont on peut monter en température. Donc, on peut chauffer cette buse-là jusqu'à l'atteinte de la température de fusion du polymère. Ce qui veut dire que le filament rentre à l'intérieur de l'appareil, entre à l'intérieur de la buse où il est chauffé et là, le polymère devient visqueux et il peut être déposé sur un lit activé en X, Y, Z jusqu'à l'obtention d'un objet tridimensionnel. Donc ça, c'est de loin la technique d'impression la plus utilisée et la plus favorisée pour l'obtention de dispositifs de polymères pour les applications biomédicales. Donc, les étapes dans la création d'un imprimé 3D, tout d'abord, on a besoin d'un objet numérique. On a besoin de faire une forme, de produire une forme par dessin assisté par ordinateur, le DAO et CAD. Donc, on va utiliser des logiciels comme AutoCAD ou Creo, où il y a plein de logiciels qui sont disponibles, et on va générer les contours de l'objet à développer. Dans un deuxième temps, on va transformer cet objet numérique en fichier STL. STL pour stéréolithographie. Donc, c'est un type de fichier qui a été développé par l'industrie microélectronique ou l'industrie de la stéréolithographie.
Donc, les surfaces du modèle 3D sont alors représentées, sont disséquées sous forme de petits triangles. Donc, vous voyez ici à l'image de gauche la représentation d'un de ces triangles et les données numériques associées à chaque triangle sont le positionnement X, Y, Z, donc les dimensions X, Y, Z de chacun des triangles, l'orientation, le vecteur d'orientation de la face de chacun des triangles, comme ça, qui sort, donc la flèche dans le schéma du milieu, on voit une flèche qui indique out. Donc ça, c'est une des dimensions et des points numériques du fichier. Et vous avez en troisième lieu un exemple d'un objet d'utilisation courante comme une petite tasse et chacun des petits triangles qui sont assemblés pour former l'objet macroscopique. Et chacun de ces triangles-là, donc, est associé aux dimensions X, Y, Z plus le vecteur d'orientation de la face. Donc, on va transformer ensuite le fichier STL en fichier G-code. Le G-code, ce sont les instructions pour l'imprimante 3D. Il s'agit des orientations, des passages, les espaces entre les passes, la température de la buse pour le filament fondu notamment, et les vitesses. Si on imprime trop rapidement, le matériau n'a pas le temps d'être déposé adéquatement. Il y a tout cet ensemble de coordonnées qui est passé à l'imprimante pour la fabrication additive de l'objet qui doit ensuite faire, notamment, on doit ensuite faire un peu de post-processing, donc une post-préparation avec un peu de polissage et du ponçage. Donc, on a vu ici les principales étapes dans le flux de travail en impression 3D. Les principaux avantages de la fabrication additive des polymères par impression 3D, c'est par rapport à l'usinage ou au moulage par injection, on parle ici de technologies qui sont plus flexibles. On peut obtenir des formes de complexité variable. Si on part d'un moulage, donc une compagnie ou un projet de recherche qui nécessite de procéder au développement d'un seul moule de polymère, advenant ultérieurement la nécessité de procéder à des itérations, mais il faut casser le moule, il faut refaire un moule au complet. Alors qu'avec l'impression 3D, on part toujours d'un modèle numérique et l'on peut ajuster légèrement le modèle numérique et réimprimer l'objet final et non pas le moule. Il y a une certaine flexibilité associée à l'utilisation de l'impression 3D. Accessibilité en formation du personnel, il est beaucoup plus simple de former du personnel pour l'impression 3D que de former, par exemple, un technicien en génie mécanique avec 3 ans d'expérience sur des machines assez complexes pour le perçage, l'usinage, le micromachinage et ainsi de suite. Donc, en impression 3D, on peut former du personnel à plusieurs niveaux de facilité de formation, si on peut dire. Et c'est une technologie qui est relativement adaptable pour la fabrication de petits lots d'objets. Lorsque l'on a un petit nombre d'objets et du prototypage à faire notamment, on n'a pas besoin d'engager des coûts énormes liés notamment à la fabrication des moules pour l'industrie du plastique et ainsi de suite. Donc, en impression 3D, c'est une belle technologie pour le prototypage et une petite quantité d'objets à très haute valeur ajoutée, tels que les implants biomédicaux. Et finalement, la diminution des pertes de matière, c'est aussi un des avantages de l'impression 3D. Et avec la fin de la deuxième partie de la présentation, j'arrive à la réconciliation entre les concepts de radiothérapie et de curithérapie et d'impression 3D, avec un exemple qui me fait plaisir de vous présenter ici. Le traitement du cancer de l'œil par curithérapie est une technologie qu'on a développée dans notre laboratoire au BIM au CHU de Québec depuis au moins 5 ans, notamment avec l'aide du financement des instituts de recherche en santé du Canada. Donc, il s'agit d'un bon exemple de l'utilisation de l'impression 3D pour le traitement plus personnalisé des tumeurs, et en particulier des tumeurs de l'œil. Donc, le cancer de l'œil ou le mélanome uvéal est un type de cancer qui est assez rare. Donc, on parle d'environ 350 nouveaux diagnostics de cancer de l'œil au Canada par année et ça représente environ 55 décès par année au Canada. Donc, ce n'est pas un des types de cancers les plus répandus, mais c'est un des types de cancers qui est un des plus difficiles à traiter, puisqu'il y a relativement peu d'outils qui ont été développés au cours du temps. Donc, on a la protonthérapie, qui est une technologie extrêmement dispendieuse. Au Canada, et il n'y a pas de faisceau de protons nécessairement installé ici au Canada pour différentes raisons.
Et au Canada, on a plutôt recours à une technologie d'implantation radioactive qui s'appelle la plaque épisclérale. Et vous voyez ici la représentation d'une plaque épisclérale qui fait environ le diamètre de 25 sous. C'est une petite plaque à base de métal, souvent du titane, sur laquelle on va coller des sources radioactives. Et les sources radioactives vont être collées et choisies en fonction de critères très précis et conventionnés depuis bon nombre d'années. Donc, cette plaque-là va être préparée par le physicien médical sous la prescription d'un radio-oncologue et ensuite va être confiée à un chirurgien oncologue, qui a comme spécialité de placer par chirurgie la plaque radioactive sur le cancer de l'œil, qui en général implique de suturer la plaque radioactive sur la sclère, qui est la partie blanche de l'œil. Et pour ça, il faut que ce soit placé par chirurgie. Donc, la plaque va être insérée par chirurgie et va demeurer dans le patient pour une période d'environ 3 jours ou 4 jours. Et ensuite, le patient revient à l'hôpital et le chirurgien explante la plaque. Pendant ce temps-là, la plaque radioactive, qui contient des grains à base d'iode 125, aura eu le temps de livrer son énergie à l'intérieur de la tumeur pour tuer toutes les cellules cancéreuses qu'il est nécessaire de traiter. Donc, on voit ici une photographie à gauche d'une plaque épisclérale typique utilisée de façon conventionnelle au Québec, en Ontario et dans toutes les provinces canadiennes en général où le traitement est disponible. Vous avez la représentation des sources radioactives qui sont collées sur la plaque et ensuite qui sont posées. La plaque est posée à l'intérieur de l'œil. Et en bas à gauche, vous avez une représentation schématique de la tumeur cancéreuse en orangé. Donc, on représente le concept de la tumeur cancéreuse. Et la petite ligne rouge située autour de la forme orangée qui représente la tumeur, c'est le profil de dose. Donc, les courbes de dose, les isodoses, qui fournissent une indication de là où l'énergie sera la plus dense à l'intérieur d'un volume de traitement. Et le chiffre de 85 GY indique 85 Gray, Gray qui est l'unité de dépôt de l'énergie à l'intérieur des tumeurs cancéreuses. Donc, la prescription, ce que le médecin radio-oncologue va prescrire pour le traitement de la tumeur, c'est une dose énergétique de 85 Gray produite par une plaque épisclérale à base d'iode 125 à l'extrémité de la tumeur. Donc, l'extrémité de la tumeur, à l'intérieur de l'œil, doit recevoir 85 Gray. Et vous voyez que de part et d'autre de la forme orangée, il y a une zone qui va recevoir beaucoup d'énergie, mais c'est une zone qui n'est pas associée à la tumeur. Et c'est dans cette zone-là où les tissus sains seront les plus affectés. Et ici, on parle de la rétine, du nerf optique, de la sclère, donc des tissus que l'on veut préserver absolument pour éviter d'engendrer des complications chez le patient. Alors, les principaux défis dans l'amélioration du traitement de curithérapie par plaque épisclérale sont associés à son utilisation préférentielle en cancer de l'œil. Bon, d'abord, il faut dire que c'est une technologie qui fonctionne très bien. Donc, avec la plaque épisclérale, on a un bon contrôle de la tumeur pour environ 90 des patients traités. Donc, il s'agit d'un traitement qui est reconnu comme efficace. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a eu un traitement de curithérapie par plaque épisclérale, dites-vous que c'est un traitement qui est vraiment un des meilleurs qui soit. Alors, on travaille dans l'amélioration de ce traitement-là et non pas pour le remplacer totalement. Ensuite, les défis, parce qu'il y en a, c'est que pour 30 à 45 des patients traités, et notamment lorsque la plaque épisclérale est située trop proche du nerf optique, donc le nerf optique, comme vous pouvez le pressentir, c'est un organe ou c'est un tissu qui est extrêmement précis, fragile et qui est lié aux fonctions d'acuité visuelle. Alors, si la plaque radioactive est située trop proche de la rétine ou située trop proche du nerf optique, il y aura des dommages au nerf optique et il y aura des dommages à la rétine. Et c'est le cas pour 30 à 45 des patients traités à différents niveaux. On constate l'apparition d'une pathologie qui s'appelle la rétinopathie radio-induite. Et ça vient avec une diminution de l'acuité visuelle. Donc, ce qui est la conséquence principale de la radioactivité livrée de façon un petit peu trop intensive à la rétine et au nerf optique, c'est une diminution de l'acuité visuelle. Donc, pour les tumeurs allongées ou profondes, et là, on voit ici, donc je reprends le schéma avec la tumeur en orangé et les extrémités du profil de dose qui sont associées à une surirradiation des tissus sains. On voit ici en bas une image de microscopie optique qui a été produite à partir d'un œil
extrait d'un patient qui avait une très grosse tumeur. Donc, cette tumeur-là est exactement le même schéma que ce que vous avez en haut, reprend exactement la même forme que le schéma. Donc, on voit ici en bas la sclère et la base de la tumeur cancéreuse qui s'est propagée à l'intérieur de l'œil sous forme d'un champignon. Ça, c'est des formes de tumeurs qui sont très difficiles à traiter. En fait, on va utiliser une plaque épisclérale de forte taille et plus la plaque épisclérale a une forte taille, plus la sclère saine, le nerf optique et tous les tissus sains environnants seront aussi affectés par le traitement. Donc, pour environ 25 des cas de tumeurs, on constate des tumeurs allongées ou encore très profondes qui viennent intrinsèquement avec des problématiques de surirradiation. Et donc, pour environ 5 des patients traités par plaque épisclérale, on devra ultérieurement procéder à une énucléation. Et l'énucléation, c'est l'ablation complète de l'œil, malheureusement. Donc, la personne perd l'usage complet de cet œil. Donc, les problématiques scientifiques à résoudre dans ce projet, c'est le profil de dose produit par les plaques épisclérales conventionnelles cause une surirradiation dans 30 à 45 des cas qui peuvent conduire à une perte de vision. Donc, on ne vise pas à remplacer complètement les plaques épisclérales par un autre traitement. On conserve le traitement par plaque épisclérale, mais on souhaite l'améliorer par une meilleure précision, une meilleure personnalisation. Et l'hypothèse scientifique et technique de notre projet, c'est que l'utilisation de l'impression 3D pour fabriquer des plaques épisclérales de forme et de répartition de radioactivité plus personnalisées permettrait à terme de diminuer le taux de rétinopathie radio-induite, donc la maladie engendrée par les plaques épisclérales posées trop proches du nerf optique et trop proches de la rétine, et de cette façon-là, essayer d'éviter le plus possible des cas d'énucléation nécessaires parfois après les traitements. Donc, on a publié un article scientifique l'an dernier dans une revue spécialisée dans les matériaux biomédicaux. Donc, ça, il s'agit d'un des travaux de maîtrise d'un de mes étudiants qui est maintenant un de mes professionnels de recherche au laboratoire BIM. Donc, Théophras Lescaut, lui, s'est attardé à travailler la forme, donc le concept, le design numérique de la plaque épisclérale. Et pour ce faire, on a développé tout un flux de travail qui consiste d'abord à produire le plan assisté par ordinateur, ensuite transformer ce plan-là en fichier STL, transformer en G-code, l'impression 3D avec différents outils qui nous permettent de produire tout un ensemble de plaques pour ensuite sélectionner la meilleure plaque à sélectionner pour un éventuel traitement chez le patient, et aussi une confirmation de la justesse et de la précision de l'impression 3D, puisque une des principales limites de l'impression 3D, encore aujourd'hui, c'est la précision. Il faut absolument, après avoir utilisé une imprimante 3D, vérifier si oui ou non la forme imprimée correspond au dessin original qui avait été produit par conception assistée par ordinateur. Et pour ce faire, on a développé un procédé de corrélation entre les plans CAD, donc les plans assistés par ordinateur initiaux, avant le processus d'impression 3D, et ensuite, les plaques qui sont imprimées par impression 3D sont envoyées en scanner. On les scanne en 3 dimensions avec un appareil de tomodensitométrie qui reconstitue la surface de l'implant, et par superposition numérique, on superpose en fait le plan initial produit par informatique avec les contours de l'objet imprimé et scanné par tomodensitométrie. Et vous voyez ici le résultat de cette superposition. Alors, tout ce qui est en vert et jaune représente les zones qui sont de géométrie conforme et de configuration géométrique parfaitement conforme, et les zones orangées et rouges qui sont essentiellement les petites pattes de la plaque épisclérale qui sont utilisées pour les sutures chirurgicales. Ces dispositifs-là apparaissent en rouge parce qu'ils sont un peu moins conformes au plan initial. Mais dans l'ensemble, on peut constater que l'impression 3D conduit à une bonne conformité géométrique par rapport aux plans initiaux. Et ensuite, on assemble la radioactivité à l'intérieur. On utilise de l'iode 125 et on dépose l'iode 125 de façon très, très précise à l'intérieur de la plaque épisclérale. Et ensuite, on scelle avec un polymère durcissant et on vérifie par radiographie qu'il est possible de changer les profils de dose ou les contours de dose. Donc, les images que vous avez là sont les radiographies qui révèlent la présence de radioactivité. Donc, on peut estimer
l'énergie déposée par la plaque épisclérale sur le film radiographique. On travaille en collaboration avec des chirurgiens, dont ma collègue Dr Claudine Bellerive, qui est chirurgienne ophtalmologiste au CHU de Québec, qui nous aide aussi aux manipulations des implants. Donc, si un implant est trop différent de ce que le chirurgien doit s'attendre, évidemment, peut-être que le chirurgien ne l'utilisera pas en procédure chirurgicale. Donc, pour s'assurer que le polymère est manipulable, que l'implant est bien structuré et facile d'utilisation, on travaille en permanence et de façon itérative avec les chirurgiens. Et donc, maintenant, la prochaine étape est de personnaliser les profils de dose, puisque vous souvenez que parfois certaines tumeurs sont compactes et parfois d'autres ont une forme de champignon. Donc, on s'attaque un peu plus précisément aux tumeurs en forme de champignon et notamment en changeant le profil de dose, c'est-à-dire la façon dont les sources radioactives sont positionnées à l'intérieur de la plaque épisclérale. On a changé, on a développé une nouvelle façon, notamment grâce au travail de mon étudiant Souhaib Zekraoui, qui s'est intéressé à transformer les petites sources radioactives sous forme de grainerie en petits canaux qui contiennent la radioactivité. Et les petits canaux ont comme caractéristique de faire projeter les photons énergétiques dans une seule direction. Alors, notre objectif, c'est d'éviter d'avoir trop d'énergie déposée de part et d'autre de la plaque épisclérale, qui est le principal problème dans la surirradiation du nerf optique et de la rétine. Et on essaye de projeter les photons vraiment en direction de l'intérieur de l'œil pour essayer de traiter le plus possible le fond de la tumeur, tout en évitant une surirradiation des côtés. Alors, mon étudiant a développé un nouveau matériau qui bloque les rayonnements et qui permet d'aménager les petites cavités cylindriques qui permettent de projeter et d'orienter les photons dans une direction. Donc, on a publié et présenté à la Conférence internationale de curie-thérapie l'été dernier tout un flux de travail qui permettrait ultimement à l'équipe radio-oncologue et physicien médical de concevoir, de réaliser et de valider la plaque épisclérale imprimée en 3D pour ensuite l'implanter, la confier à un chirurgien qui l'implantera sur l'œil du patient. Et juste avant de terminer avec la conclusion, un des aspects importants, c'est la validation. Avant de transférer cette technologie-là en clinique, il faut s'assurer que le physicien médical aura en main une façon de révéler les profils de dose et s'assurer que le profil de dose de la plaque réalisée manuellement avec tous ces grains radioactifs déposés d'une façon différente et plus personnalisée, il faut mesurer le profil de dose et s'assurer qu'il soit conforme à la prescription initiale qui avait été développée pour le traitement de radiothérapie. Et pour ce faire, j'ai mon étudiante Mardouk Akbari qui fait son doctorat dans mon laboratoire et qui est une spécialiste des hydrogels. Donc, les hydrogels sont des polymères à très haute teneur en eau. Et donc, nous avons développé des hydrogels qui, sous la présence de l'irradiation de l'iode 125, sont polymérisés, donc durcissent légèrement. Et en utilisant l'imagerie par résonance magnétique, on arrive à cartographier en 3 dimensions la présence de la polymérisation induite par le flux radioactif. En d'autres mots, c'est une façon tridimensionnelle de faire des radiographies. Alors, on a un objet complexe, 3D, sphérique, qui produit de la radiation, et on ajoute cet objet-là sur de la gélatine, et cette gélatine-là devient un film radiographique tridimensionnel dont on peut lire les informations par imagerie de résonance magnétique. Et voici le résultat. Donc, vous voyez ici les petites lignes pointillées blanches, ce sont les contours d'une plaque traditionnelle, une plaque radioactive traditionnelle implantée actuellement comme traitement traditionnel, comme traitement conventionnel. Et en coloré, vous avez le profil de dose développé par notre nouvelle plaque personnalisée avec les cavités, tels que les profils de dose ici ont été révélés par la gélatine développée par l'étudiante Mardouk Akbari. Donc, on constate que de part et d'autre de la plaque épisclérale, il y a vraiment beaucoup moins de radioactivité. Alors, on croit qu'avec ce type de modèle-là, de plaque, on serait en mesure d'éviter très fortement les cas de rétinopathie chez les patients qui sont affectés, dont le nerf optique et la rétine est affectée. Alors, en perspective, on doit maintenant procéder à la prochaine étape qui est d'utiliser des vraies valeurs chez les êtres humains
Donc, on a une collaboration avec des radiologistes qui génèrent, en fait, qui nous transfèrent des données de patients, avec le consentement des patients, évidemment. Et vous voyez ici des cas de mélanome uvéal. Donc, ce sont des images d'imagerie par résonance magnétique où on voit un mélanome uvéal, donc une tumeur cancéreuse dans chacun des yeux. Alors, on utilise ces images-là pour délinéer le contour des tumeurs et faire comme si on avait un patient à traiter. Donc, on développe tout le flux de travail du diagnostic jusqu'à la conception de la plaque radioactive et sa validation avec le gel de radiothérapie, le gel de radiodosimétrie, pardon. Et on conçoit le flux de traitement qui va du design de l'impression d'une plaque de forme personnalisée, l'aménagement des cavités radioactives pour recevoir un profil de dose personnalisé à la forme et à l'emplacement de la tumeur, et la validation de la dose livrée sur la tumeur en utilisant le gel dosimétrique développé au laboratoire, comme radiographie tridimensionnelle. Et finalement, une grosse portion du travail qui s'en vient devant nous, c'est d'appliquer à Santé Canada pour un permis d'études cliniques. Donc, en conclusion, la problématique scientifique à résoudre dans nos projets, c'est d'améliorer les profils de dose en curithérapie par une approche de conception de dispositifs radioactifs mieux personnalisés. Et pour ce faire, on postulait que l'utilisation de l'impression 3D était l'outil à privilégier pour pouvoir obtenir des profils de dose et des traitements beaucoup plus précis. Alors, je rappelle que notre hypothèse scientifique, c'était l'utilisation de l'impression 3D pour fabriquer des plaques épisclérales afin de mieux personnaliser et de diminuer les taux de rétinopathie radio-induite et les cas d'énucléation post-traitement. Et la prochaine étape, bon, en fait, oui, on a démontré que c'est possible in vitro. Donc, tous les résultats in vitro nous montrent la possibilité d'aller dans cette direction-là. Et maintenant, il faudra démontrer l'approche in vivo en procédant à une étude clinique dont la première étape sera l'obtention d'une approbation de Santé Canada. Et en terminant, je veux remercier mon équipe de travail. Donc, c'est une équipe très dynamique et sans les étudiants, on ne peut pas faire avancer ce genre d'études. Je remercie aussi les organismes subventionnaires, les IRSC, le Conseil de recherche en sciences et génie du Canada et les fonds du Québec, Fonds de nature et technologie et le FRQS aussi. Alors, je vous remercie. Alors, nous sommes à la période de questions. Alors, je serai la voix de nos participants. Alors, première question ici, quelles sont les précautions que le chirurgien oncologue doit prendre pour éviter lui-même d'être bombardé de radiation lors de l'implantation? C'est une très, très bonne question. En fait, vous touchez au concept de radioprotection et radiosécurité en laboratoire, radiosécurité en clinique. Alors, il y a non seulement des physiciens médicaux, mais aussi des spécialistes de la radiation dans tout hôpital où se donnent les traitements de radiothérapie. Donc, l'officier de radioprotection, c'est un titre, c'est un statut. Donc, l'officier de radioprotection est la personne responsable dans un hôpital de s'assurer que les écrans de protection soient bien mis en place, que le temps d'exposition du personnel face au traitement de radiothérapie soit bien contrôlé. Chacun a son dosimètre. Chaque personne qui travaille en radiation a un dosimètre. Les dosimètres sont envoyés périodiquement à tous les 2 mois pour être comptés et pour s'assurer que chaque individu qui travaille en radioprotection ou en médecine nucléaire ou dans des environnements où il peut y avoir l'utilisation de radioactivité, que les personnes ne dépassent pas un certain seuil de dose. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire de traitement de radiothérapie un peu partout. Donc, ça prend un permis. Donc, un hôpital qui construit une infrastructure de traitement de radiothérapie et de curithérapie doit aussi obtenir un permis de Santé Canada et de la Commission de contrôle de sécurité nucléaire canadienne. Et ce sont les deux entités qui permettent aux hôpitaux de constituer un ensemble de locaux avec une disposition d'appareils. Certains appareils sont plus éloignés que d'autres selon le risque d'exposition des patients et du personnel. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Une autre question ici, est-ce que cette recherche a un potentiel de transfert technologique à l'industrie? Alain, c'est une excellente question. Vraiment une excellente question. Et j'en profite ici pour pour inclure juste une indication pour ceux que ça intéresse. Il existe un fonds pour l'impression 3D pour la radio-oncologie à la Fondation du CHU de Québec. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que
Par exemple, la plaque épisclérale pour le cancer de l'œil, c'est pratiquement une maladie orpheline, le cancer de l'œil. Il y en a, mais pas tant que ça. Alors, les compagnies qui s'intéressent au développement du produit pour le cancer, nécessairement s'intéressent aussi aux chiffres. Et dans certains types de cancers qui sont un peu plus rares, malheureusement, il faut aller chercher des sources d'investissement qui sont différentes. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on a développé un fonds qui permet de faire rouler certaines dépenses qui sont en lien avec le développement de ces technologies-là, qui sont un peu plus personnalisées. Donc, il existe des types de cancers traités par curithérapie qui sont associés à un plus grand nombre de patients que le cancer de l'œil. Nous, on a utilisé le cancer de l'œil parce que c'est pratiquement une maladie orpheline pour laquelle il n'y avait pas eu beaucoup de développement dans les dernières 30 années, et pour laquelle on pourrait avoir un impact vraiment significatif. Et comme ingénieur aussi, c'était de loin le type d'objet radioactif qui était le plus intéressant parce que c'est petit. Donc, c'est associé à un défi de fabrication et c'est un défi de disposition de radioactivité. Alors, tout ce qu'on peut faire par le défi de la plaque épisclérale du cancer de l'œil, on peut le transférer ensuite pour d'autres types de cancers, dont notamment le cancer de la gorge, le cancer de l'œsophage, les cancers génitaux. Tout type de traitement de curithérapie qui impliquerait le design d'un dispositif personnalisé, je crois que ça va rester encore pour un bon moment à l'intérieur du mandat public, de mandat d'un centre hospitalier. Et c'est pour ça que nous, chercheurs universitaires, on s'intéresse à ces défis-là. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions. Je voulais mentionner aussi que le CHU de Québec a fait publier sur son site Web plusieurs explications quant aux différents traitements de curithérapie. Vous avez un dossier sur la curithérapie avec implant permanent pour le cancer de la prostate, curithérapie à haut débit pour le cancer de la prostate, curithérapie haut débit endovaginal, cancer de l'œsophage, cancer du rectum, curithérapie interstitielle gynécologique et pour les bronches aussi. Et c'est des documents qui sont bien faits. Si vous connaissez des gens de votre entourage à qui on a prescrit une curithérapie, ce peut être de bons documents à lire avant le traitement. Et donc, chaque fiche, vous voyez, prend un certain ensemble d'informations. Alors, je vous invite à aller les consulter et le site Web de la Société canadienne du cancer est aussi très, très bien fait. Vous avez les statistiques et vous avez la description sommaire de chacun des traitements. Voilà. Alors, c'est ce qui conclut la conférence d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, professeur Fortin. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui pour notre 4e conférence. Nous avons un rendez-vous le 11 février prochain avec le professeur Luca Sorelli, qui est professeur titulaire au département de génie civil et génie des eaux, pour la conférence Lumière sur le béton éco-responsable et durable pour une société carboneutre. Alors, c'est un rendez-vous le 11 février prochain pour notre prochaine conférence. Aujourd'hui, vous allez recevoir une communication dans laquelle vous allez retrouver le lien pour réécouter la conférence du professeur Fortin aujourd'hui et vous allez aussi recevoir un lien pour un sondage pour lequel nous accordons une grande importance pour connaître votre opinion et même vos suggestions de sujets sur lesquels pourraient porter les prochaines conférences de la programmation. Alors, merci beaucoup. Je vous rappelle que la conférence a été organisée avec le corps professoral de la Faculté de sciences et génie en collaboration avec la formation continue. Si jamais vous avez des besoins de formation et de perfectionnement, sachez que nous sommes à l'écoute des besoins des professionnels en emploi. Ce sera toujours un plaisir d'écouter et de regarder ce qu'on peut faire pour vous. Et alors, ce qui nous laisse sur le mot de la fin, on vous souhaite de très joyeuses fêtes, une bonne fin de journée et merci encore d'avoir été présent avec nous aujourd'hui.